Mais tu veux critiquer The Boss? The Boss. Tu critiques The Boss? Écoute, je critique... Alors, je vais faire la distinction entre l'artiste que j'adore, Bruce Springsteen. Tu sais qu'un jour, j'étais au chalet et mon père, il y avait un livre depuis des années, des 500 plus grands albums par le Rolling Stone Magazine. Puis c'est un gros livre rouge, c'est pesant cette affaire-là. Et un jour, j'ai eu l'âge d'ouvrir ça et j'ai écouté les 500 plus grands albums en partant de 500 jusqu'à 1. Et j'ai ramené le livre au chalet à un moment donné. Mon père dit, il est où ce livre-là? Il est là, il est enfin là. Il a dit, nomme-moi un album, un artiste que tu as découvert, tu sais, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. J'entendais beaucoup Bruce Springsteen. Nebraska. Ah, c'est quel album? Mais même l'album... Nebraska, c'est extraordinaire. Même l'album Born in the USA. Oui. Parce que, bon, la chanson, je trouve pas que c'est sa meilleure, mais il y a plein de belles chansons sur cet album. Born to Run, bien sûr. Born to Run. Alors, Hungry Heart. Écoute... c'est fait The Boss. Ça fait quelques années déjà qu'il exprime son aversion pour l'administration Trump. Il a le droit. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, surtout qui n'aiment pas Donald Trump. Mais il va très loin, Bruce Springsteen, parce qu'il en fait une démarche. Là. Il commence tous ses spectacles depuis déjà quelques mois en disant c'est un personnage autoritaire, il faut choisir la démocratie. Je pense même qu'il va jusqu'à dire que c'est un fasciste, il traite de raciste. Et il y a eu l'attentat, le troisième contre la personne de Donald Trump en fin de semaine, troisième tentative d'assassinat. Et là, Bruce Springsteen, voulant quand même mettre les points sur les i et ne pas non plus se faire pointer du doigt comme étant l'un de ceux qui ont agité l'esprit de ce jeune homme-là, de cet homme-là plutôt, il est allé dire, moi, vous savez, depuis le début, c'est pas ça que je veux non plus. Moi, j'envoie toutes mes prières à Donald Trump. Je veux que ça passe par la démocratie. Et je le crois. Je le crois. Mais ça pose quand même la question essentielle de la responsabilité qu'on a dans l'espace public quand on tient des propos comme ça, quand on décide pendant des années de frapper sur un clou. Il va toujours avoir des fous qui vont partir à un moment donné. On ne pourrait plus rien dire sur rien. Des fous. Tu sais que moi, j'ai pendant très longtemps, et je continue, je le fais avec fierté, critiquer les islamistes avec fierté parce que ce sont des extrémistes religieux dangereux, pas les musulmans, les islamistes. Quand est arrivée l'attaque sur la mosquée de Québec, il y a des gens qui m'ont dit « est-ce que tu sens une responsabilité? » Je dis, premièrement, moi, je suis responsable de ce que je dis, pas de comment les gens interprètent ce que je dis puis ce qu'ils font avec. Puis deuxièmement, je visais pas les musulmans, je visais les islamistes. Là, c'est autre chose. Mais tu sais, à un moment donné, sinon, on ne dira rien sur rien. Là. Non, je sais, mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir puis que la solution se trouve probablement au milieu. Évidemment, un fou... Il n'y aura jamais quelqu'un de responsable d'autre que lui que son pharmacien, s'il passe à l'action. Mais il n'y a pas juste des fous qui pensent que Donald Trump devrait peut-être mourir. Là. Je regarde, mais je lis les réseaux sociaux. Il y a pas juste... Il y a des artistes ici là, qui sont pas fous, là, qui, lorsque c'est arrivé la première fois, c'était durant la campagne, s'étaient dit « ils l'ont raté ». C'était pas des fous, ces gens-là. Là, hein? Donc, ça va loin. Richard Desjardins avait déjà dit à l'époque, je crois, de George Bush, si je me trompe pas, il avait dit qu'il devrait se promener en convertible à Dallas. Bon. T'sais, alors, on comprend. Donc, là où il y a eu l'attentat contre John F. Kennedy. Donc, Richard Desjardins, c'est un gars brillant. C'est toute une œuvre, Richard Desjardins. Donc, je pense que ça guette tout le monde, cette espèce de dérapage-là. Et c'est des petits morceaux de discours qui vont trop loin, à mon avis, qui font en sorte que des gens, des fois, vont trop loin aussi. Donc, peut-être que la meilleure façon de parler de Donald Trump, c'est quand même de rappeler qu'il ne sera plus président dans 3 ans. Tout indique ça. C'est de rappeler quand même que les tribunaux font relativement bien leur travail lorsque ce qu'ils décident de faire est illégal. C'est pas inutile de le rappeler ça non plus. On peut quand même nommer le réel. C'est un gars qui aime pas mal le pouvoir. C'est un autoritaire. Est-ce que c'est un fasciste? Je ne le pense pas. Mais de dire que c'est un... Moi, je rencontre tellement de gens qui disent qu'il est fasciste, puis quand je viens à leur demander qu'est-ce que ça veut dire le fascisme, ça tourne en rond, là, en maudit. On peut dire à Bruce Springsteen, par exemple, si tu veux vraiment améliorer le monde, fais des bons disques. C'est ça ta force. Oui. C'est pas de faire des discours politiques. Te changer un peu la face du monde, la face des États-Unis avec tes chansons. Oui, mais là, tu vois, Richard, ça aussi. Mais ça, est-ce que tu es à l'aise, toi, en retour, d'en appeler à ce que les artistes prennent plus la parole publiquement sur des enjeux qui ne concernent pas leur œuvre? T'sais, moi, je demande pas ça à Bruce Springsteen. Ça me surprend pas qu'il soit... Un grand peintre change le monde en faisant de la grande peinture. C'est vrai. Après, tu sais, moi, je peux comprendre aussi si t'aimes... Et Neil Young, là. Neil Young, il est rendu quand même assez vieux. Lui aussi, durant la COVID, là, il était convaincu qu'il fallait dénoncer Joe Rogan, que c'était un combat de sa vie. Tu sais, des fois, tu veux une dernière lutte
avant de t'en aller, puis tu te trompes peut-être de cible. Je comprends, moi, les gens qui sont très américains de trouver que Trump ne ressemble pas à leur pays, mais ils ont une responsabilité dans l'espace public. Et tu sais, Picasso, il a peint Guernica, qui critiquait Franco. Il n'a pas réussi à arrêter la guerre en Espagne. Il n'a pas réussi à arrêter la guerre civile en Espagne. Il a transformé l'histoire de la peinture, l'histoire de l'art. Oui. Mais peut-être que Bruce Springsteen veut transformer 2 fois le monde. Ça se peut, il y a du monde qui aime ça. Peut-être. Tu veux me parler du théâtre du Rideau Vert? Quelle belle idée ils ont eue et je suis ravi de voir que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent attirer des nouveaux spectateurs. Et on vit à une époque, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, où j'ai l'impression qu'on est de moins en moins curieux. On est de moins en moins porté à donner du temps à quelque chose qu'on ne connaît pas. On programme notre vie comme Netflix. Ça commence à cette heure-là, ça finit là. On va vers les valeurs sûres. Exactement. Et pourtant, le Théâtre du Rideau Vert, qui a un nouveau directeur, Benoît McGuinness, a décidé d'inviter les gens à acheter des abonnements en ne sachant pas ce qu'ils vont aller voir. Donc, tu t'abonnes, puis tu ne sais pas ce que tu vas voir. Fait que tu vas voir forcément un spectacle de la programmation, mais tu ne sais pas c'est quoi. Donc, tu t'abonnes avant que la programmation soit annoncée. Exactement. Et là, ça fonctionne. En une semaine, ils ont vendu 1900 abonnements mystères. En grande majorité à des personnes donc déjà abonnées pour la saison 2025-2026. Mais il y a quand même des gens qui ne vont pas au théâtre, qui ont décidé d'y aller pour cette raison-là. C'est pas un sac mystère que tu achètes au dépanneur qui coûte 3 piastres. Non. Mais non, c'est un spectacle. Ça coûte quand même assez cher, un abonnement à un théâtre, non? Non, mais c'est que tu t'en vas voir des spectacles. Donc, tu payes le prix. Tu vas payer, mettons, 4, c'est pour 4 représentations différentes. Fait que j'imagine que oui, effectivement, ça coûte quelque chose comme 200-300 piastres minimum. En sachant pas si tu vas aimer ça, c'est quoi? Mais moi, je trouve ça formidable, Richard, parce que j'aurais pas pensé que ça aurait marché. Je veux dire, comme je te dis, tu te dis à quelqu'un, lis ça. Ah non, j'aime pas lui, je l'ai déjà vu à la télévision, j'aime pas sa face. On est là, on est rendu là aujourd'hui. Stéphanie, tu ferais-tu ça, toi? Ben, je pense que je l'essaierais. Acheter un billet de spectacle sans savoir ça va être quoi le spectacle. Ben, on se rappelle de Pierre Hébert, qui avait explosé comme ça, l'humoriste mystère. C'était comme ça qu'il avait annoncé son... Il me semble que c'était son premier one-man show. Ouais, c'est comme ça qu'il l'avait, puis ça avait pogné là, au max. Mais je trouve que l'avantage de ça, c'est que ça te sort de ta zone de confort, puis ça t'amène voir des spectacles que tu n'aurais peut-être pas eu le goût d'aller voir d'entrée de jeu, mais ça peut être une belle surprise au final. Pierre Hébert, apparemment, qu'il annonçait en première partie Louis-José Hood, c'était Jean-François Mercier qui arrivait. Fait que là, le monde se mettait à applaudir en fou, puis c'est Jean-François Mercier qui arrivait. Puis là, il leur disait, vous êtes déçus, tabarnak, hein? Comme ça, c'était ça, sa blague. Imagine-toi, t'achètes un billet pour voir Angine de poitrine, puis finalement, c'est Dead South. Que tu vas voir. Mais je pense que t'es pas déçu. Tu serais content, Sébastien? Heureux fou! Qui tu reçois ce soir à ton émission? Écoute, il y a un gars qui répare des nids de poules sur son bras. Je sais pas si tu as vu passer ça. Je le reçois à l'émission tantôt. Il fait ça depuis 1 mois sur son bras. Ça coûte 50 à 100 $, puis il y a 25 ans. Puis il a décidé qu'il continuait. Là. Il continue de faire ça. Même si la mairesse veut qu'il arrête. Puis je reçois... c'est la programmation des Franco qui est annoncée dans 15 minutes. On a le directeur de la programmation qui vient nous annoncer qui va être au Franco. Au 99.5 à 18h. Merci.